Le personnage de Hulk, interprété par Edward Norton dans L'Incroyable Hulk et par Mark Ruffalo à partir de Avengers, est l'un des personnages les plus fascinants du MCU. Au début, Hulk incarnait une dynamique intéressante entre la brute et l'homme désespéré qu'est Bruce Banner. Il offrait une profondeur psychologique unique, une lutte constante entre la force brute et l'intellect. Mais quelque chose a clairement changé au fil des films, et ce, particulièrement après Thor Ragnarok et dans les suites qui ont suivi. Avant cette bascule, Hulk était un personnage cohérent et essentiel à la construction du MCU. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est Hulk, ce qu'il aurait pu être et ce qu'il peut encore être. Dans L'Incroyable Hulk de 2008, malgré son accueil mitigé, le film nous offrait un Bruce Banner écorché par son passé, constamment poursuivi pour ce qu'il porte en lui, un Hulk brut et incontrôlable, mais surtout un personnage qui savait prendre une place dans l'histoire. Puis, avec les Avengers, en 2012, l'introduction de Mark Ruffalo a apporté un vent de fraîcheur au personnage. L'alchimie avec les autres héros et son deuil fait de la possibilité de guérir ont permis à ce dernier de devenir l'un des membres les plus intrigants de l'équipe. Le personnage a continué à se développer dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, où la tension interne de Banner est encore plus palpable. Sa relation avec Natasha Romanoff a apporté une nouvelle dimension émotionnelle, déjà initiée avec Betty Ross par Norton, et les combats avec Hulk ont montré des aspects plus réfléchis de sa psyché, notamment en voyant clairement la différence entre un Hulk classique et un Hulk réellement enragé. Il était un personnage central qui était pris, encore et toujours, dans une lutte constante entre l'humanité et le monstre qui porte en lui, mais sous un aspect évolué. Il avait de l'impact, et sa menace et sa vulnérabilité palpable faisaient de lui une figure toujours essentielle. Mais à partir de Thor Ragnarok, quelque chose a changé. Il a semblé devenir plus une source de comédie qu'un véritable protagoniste. Le film de Taika Waititi a apporté un ton plus léger, mais cette légèreté a érodé la complexité du personnage. Hulk n'était plus le monstre intouchable et psychologiquement complexe, mais une source de blagues. Même la séparation entre Banner et Hulk, abordée de manière intrigante dans Infinity War et Endgame, n'a pas permis au personnage de retrouver sa grandeur. Le fameux Smart Hulk, introduit dans Endgame, semblait plus un compromis qu'une évolution intéressante. Le personnage était désormais une version caricaturale de lui-même, un Hulk qui se contente de faire des blagues et d'offrir une présence comique plutôt que d'apporter une véritable tension ou un impact émotionnel. Et pour ça, merci Waititi. L'une des raisons possibles de ce déclin pourrait être liée à la question des droits du personnage. Marvel n'a pas pu faire de film solo de Hulk en raison de ses droits partagés avec Universal, et cette situation a limité les possibilités de développement de Hulk dans son propre univers. Peut-être qu'au lieu d'essayer de réinventer le personnage à chaque film, Marvel aurait dû attendre d'avoir une pleine propriété de ses droits, à l'instar de Spider-Man, avant d'envisager une intégration plus poussée. La gestion de Hulk au sein du MCU a semblé être un jeu de compromis, avec des tentatives pour réinventer le personnage sans vraiment savoir quel en était le but à long terme. La question que tout le monde a fini par se poser, c'est qu'est-ce qu'aurait été Hulk sans le délire des droits et Waititi en milieu de course ? Et c'est là que réside toute la frustration et la difficulté sur le sujet. Il y avait d'immenses possibilités, beaucoup de potentiel exploitable. Enfin merde, c'est Hulk quoi. Mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? Alors, commençons avec le Hulk de Norton. Selon moi, il est le plus authentique de tous. Je m'explique, ce Hulk est le condensé de ce qui aura été fait de mieux tant sur le plan émotionnel du personnage de Banner que sur la violence visuelle des apparitions du mastodonte. Dans le Hulk de Norton, on voit très clairement chaque émotion et chaque enjeu psychologique se jouer rien que dans l'acting de celui-ci. Le stress de son pouls grimpant, la détresse en observant les probables premières victimes de sa transformation à venir, les réactions physiques à ses flashbacks en tant que Hulk, sa résilience constante et extrême. C'est avec brio que Norton joue un Banner traumatisé et malgré tout survivant. Écorché, mais toujours prêt à courir. Le vrai problème de ce film a été qu'en presque 2 heures de temps, on a pu voir la finesse des jeux d'acteurs et le soin particulier donné à la construction des scènes d'action dans leur violence démesurée et nécessaire. Mais il manque une chose que, je pense, Norton a bataillé à faire implémenter davantage en vain. Et cette chose, c'est la progression psychologique de Bruce Banner. Il manque des scènes introspectives, il manque des réalisations personnelles sur ce qu'implique sa situation au fil des semaines. Il manque ce qui vient justifier cette scène finale où on le voit contrôler une transformation pour la première fois. D'ailleurs,
Je pense que la fameuse réplique du Banner de Ruffalo dans Avengers découle directement de ce que Norton a apporté au personnage avant de le céder. Ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Oui, c'est exactement ça. Bruce Banner, comprenant qu'il peut juguler mais pas supprimer la bête, décide finalement de la dompter. Et un tel monstre ne se dompte pas à coup de bonnes intentions. Seule la catharsis en quelque sorte le peut. Alors la catharsis, pour les trois du fond qui essayent de suivre mais que je viens de perdre, c'est une vieille notion de philosophie que je vous résumerai directement par cet exemple. Quand vous êtes triste, c'est mieux de faire semblant, ou de vous écouter une bonne playlist déprimante et de chialer un bon coup avant de passer à autre chose. Pour Banner, ça s'exprime donc par la colère. C'est la colère extrême qui le transforme. Donc son trauma est lié à la colère qu'il n'ose plus laisser s'exprimer, et ainsi le seul moyen de la dompter, c'est de la laisser sortir de lui-même, volontairement, pas sous forme de crise. Mieux vaut se lâcher 5 minutes sur un punching ball que 1 heure sur un crâne humain, grosso modo. La citation c'est de moi. Cet apprentissage, il aurait fallu l'amener dans le film. Et c'était faisable. Les racailles et les favelas, les provocations de Blonsky, la passion pleinement assumée mais interdite avec Betty Ross, la semi-trahison de Monsieur Blue, autant d'événements qui auraient dû provoquer de temps en temps des scènes de quoi 30 secondes maximum, durant lesquelles Banner se demande pourquoi il a tellement à cœur de protéger le monde entier de sa colère, avec une évolution entre chacune d'elles. Jusqu'à la réalisation que même un scientifique de très bonne volonté comme Monsieur Blue semble être suffisamment stupide pour avoir besoin de se faire remettre les idées en place. Par exemple, j'aurais été à la réalisation du film, admettons, j'aurais réalisé la scène de révélation de la duplication du sang de Banner et de la discussion tendue qui s'ensuit en mode soit tu brûles tout maintenant avec notre aide éventuellement, soit je vais vraiment me mettre en colère et cette fois tu vas pas aimer. Encore une fois, je pense vraiment qu'Edward Norton devait avoir des idées qui allaient en ce sens, lorsque je me remémore encore cette séquence finale. Et une telle qualité finale aurait achevé de tuer le Banner de Mark Ruffalo à la comparaison. Parce que, qu'on soit bien clair, le Bruce Banner de Ruffalo est intéressant jusqu'à la fin d'Avengers 2. Mais son Hulk est déjà moins intéressant que celui de Norton. On est passé d'un Hulk naturellement bourrin et énervé, mais aux émotions humaines visibles, à une espèce de gorille vert qui aime juste taper sur tout ce qui bouge. On a vu mieux comme développement. Pour moi, Marvel aurait dû investir davantage dans les négociations des droits de Hulk. Le seul personnage plus emblématique que lui chez eux s'appelle Spider-Man, et ils ont été capables de faire sans lui un bon moment. C'est le MCU qui a popularisé, dans le monde des USA, la figure d'Iron Man ou celle du Captain par exemple. Alors, il y avait le temps. Tout comme pour les X-Men ou les 4 Fantastiques, patience et intransigeance auraient dû être de mise pour Hulk. Il ne s'agit pas d'un personnage secondaire adaptable à souhait, c'est une icône, encore une fois. Si tel avait été le cas, il y a fort à parier qu'Edward Norton et Robert Downey Jr. auraient fait autant, si ce n'est davantage d'étincelles, qu'avec Mark Ruffalo. Le Hulk de Norton aurait eu un rôle bien plus assumé dans les développements de Black Widow ou de Tony Stark. Le domaine de la science génétique et de l'usage des rayons gamma aurait pu être davantage exploité, venant au passage, une fois de plus, justifier la remarque que fait Smart Hulk au sujet du gant de l'infini made by Avengers. Des films solo de Hulk, et sur Terre s'il vous plaît, auraient permis de justifier bien davantage le bruit amenuis de l'armée américaine dans les affaires du Shield, ou l'obstination des Avengers à se balader avec un Hulk. Non, parce que, soyons honnêtes, dans Avengers 2, scène d'intro, il sert à quoi le gorille vert ? À défoncer des bunkers qu'un coup de Mjolnir défonce aussi bien. Le machin est plus dangereux qu'utile finalement, il fait perdre un temps précieux à Black Widow. Idem pour la Civil War, Hulk a un rôle crucial dans celle-ci. Ce n'est pas pour rien que le personnage nous a été expédié un peu gratuitement chez le maître. Il fallait se débarrasser du gorille incontrôlable qu'on n'a toujours pas développé et qui donc ne servira à rien dans une intrigue aussi politique. Et enfin, pour les 2 derniers Avengers, voir Hulk se faire démonter la gueule par Thanos, c'était un excellent choix. Certes, mais ce choix n'aurait-il pas été d'autant plus frappant si Thanos avait dominé un Hulk déjà quasiment dompté par Banner? Plutôt que de nous donner l'impression que Thanos gagne juste parce qu'il se sert davantage de sa cervelle, est-ce que le machin n'aurait pas été encore plus effrayant pour le spectateur si celui-ci l'avait éclaté dans un duel et de force et de stratégie? Non, parce que là encore, soyons honnêtes, Hulk contre Thanos, Hulk contre Abomination, je vous laisse juger. Et je vous épargnerai tout commentaire sur la série She-Hulk. Je ne l'ai pas vue et elle ne m'intéresse pas. J'attends Red Hulk et Red She-Hulk éventuellement pour ma part.
Maintenant, il faut tout de même avoir l'honnêteté intellectuelle d'analyser ce qui est encore faisable actuellement. En effet, beaucoup l'auront fait remarquer, aussi retentissante et pitoyable soit la médiocrité visible de la série She-Hulk, elle a tout de même avancé un pion crucial dans la balance, à savoir le contournement des droits du personnage de Hulk à travers ceux des personnages de son lore, donc She-Hulk, Red She-Hulk, Scar ou encore Amadeus Cho. Ce qui signifie une potentielle prise de liberté adaptative salutaire sur le rôle d'un Hulk dans le MCU, qui serait alors assumé par un personnage jusque-là secondaire, rendu principal par voie de nécessité. C'est ici l'occasion de tourner la page sur l'invisibilisation, Camlox, du Hulk de Bruce Banner dans le MCU jusqu'ici, tout en développant enfin un nouveau personnage avec tout ce qu'il aurait d'intéressant à apporter. Mais il y a malheureusement un deuil à assumer. Celui du Hulk classique dans le MCU actuel. Mark Ruffalo vieillit à vue d'œil, sans vouloir lui manquer de respect. Le développement de son personnage est un échec total au bout de 15 ans de ciné Marvel. Le teasing de sa sortie d'état de Smart Hulk dans Shang-Chi vient en rajouter soit à l'incohérence, soit à la fin prématurée du mastodonte dans sa formule emblématique au sein de cet univers. En somme, seul un reboot ou l'usage du multivers pourrait le relancer, et ce à condition de négocier la cession totale, ou du moins majoritaire, des droits d'Universal sur son blaze. Autant être résilient et investir ailleurs, quoi. Et c'est ici que s'achève mon analyse du personnage de Hulk dans le MCU. Et vous, que pensez-vous qu'il puisse advenir de lui ou de ses semblables colériques dans un avenir proche sur grand écran ? N'hésitez pas à venir en discuter avec moi en commentaire et me faire savoir si vous aimeriez par exemple une vidéo de recasting ou d'imagination totale d'adaptation cinéma d'un arc autour de ce personnage. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis... Hulk !